Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ les amis. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid. Encore une fois, vous m'avez posé des questions, on va essayer d'y répondre, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc vous avez été assez nombreux à me poser des questions, comme d'habitude, vous savez, vous connaissez un petit peu l'histoire, je ne pourrais pas prendre toutes les questions, ça ferait beaucoup trop. Et puis voilà, mais je remercie évidemment tout le monde, tous ceux qui ont participé, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir, ça me réchauffe évidemment le cœur. Je vais essayer de répondre le plus franchement possible comme d'habitude, vous me connaissez, puis je vais essayer d'être clair, je vais essayer d'être clair dans mes réponses, on va essayer, on va faire en sorte que, c'est parti. On commence avec Amine, qui dit Ferran Torres nous a bien manqué. Je ne sais pas, mais il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Non mais oui, c'est vrai que Ferran Torres, sur les derniers matchs, il commençait à gagner le respect des supporters. Plus personne ne l'appelait Ferran Torres, mais on l'appelait vraiment le Tiburon, ou Ferran Torres, par son prénom. Donc il méritait de jouer, c'est ce qu'il a dit Flick, je crois, après le match. Il avait dit qu'il méritait, qu'il avait, dans ses dernières perfs et tout ça, voilà, il avait mérité d'avoir quelques minutes, de jouer un petit peu. Et puis voilà, là, il a montré que... Pourquoi c'est vrai que beaucoup de supporters ont du mal avec Ferran Torres, c'est que dans des moments comme ça, assez clés d'un match, des fois c'est un petit peu fatigant, mais comme tu dis, ça nous avait manqué presque. Tu vois, on se disait mais c'est pas normal. Et là je comprends. Là je vois mieux, je reconnais bien là. On espère quand même que ça va pas durer. Parce qu'on aura besoin de tout le monde évidemment pour aller le plus loin possible cette saison. Ensuite, on a Joe qui dit Torres et Olmo éternel joker. Pas forcément. Torres peut-être, Olmo non, je dirais pas que c'est un joker. Faut pas oublier son début de saison. Le fait qu'il a été blessé, tout ça, on a tendance à oublier qu'Olmo est un titulaire concrètement. Mais c'est vrai qu'avec ses blessures régulières, eh bien on peut pas forcément compter sur lui. Il y a eu son problème d'enregistrement début de saison, blessures, tout ça. Il y en a eu quelques-unes, peut-être 2 blessures, je sais plus. Donc ce qui fait qu'il n'a pas pu enchaîner vraiment les matchs. Mais quand Olmo était vraiment en forme, on va dire, en début de saison, il était titulaire et puis décisif et puis très bon aussi en étant le titulaire. Et c'est vrai que oui, il a fait des bonnes rentrées dernièrement parce qu'il revient de blessure, donc on va pas le mettre titulaire. Là, on le met titulaire et on le voit un petit peu moins dans ce match contre l'Atlético Madrid. Maintenant, je l'ai expliqué dans l'analyse aussi, j'ai dit que, ou dans le débrief, je sais plus, mais un des deux, ou les deux. Mais c'est vrai que Olmo, tous les joueurs d'Ajax, on les a un petit peu moins vus parce que l'Atlético Madrid défendait plutôt bien dans son axe, on va dire, et c'était un peu plus compliqué pour ces joueurs-là de se montrer, on va dire. Voilà, tout simplement. Après, oui, il a pas fait non plus un grand match, Olmo. Ça veut pas dire que c'est un joker. Pour moi, il n'est absolument pas un joker. Non. Ensuite, on a Mobala Godouch qui dit... je dis Godouch à chaque fois, mais c'est Godou peut-être. Hein. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais bon, bref. Salut Café, salut. Au final, est-ce qu'on peut avoir des regrets pour ce match qu'on tenait entre nos mains avec les changements catastrophiques de Flick ? C'est vrai que les changements, bon, ils ont pas aidé. Est-ce qu'on peut avoir des regrets déjà ? Oui, on peut avoir des regrets parce que à 4-2, on est à 2 doigts de passer à 5-2 quoi, avec une grosse action de Lewandowski qui tire à côté sur un centre de Rafinha. Donc à ce moment-là du match, oui, on est proche de passer du 5-2 et puis très rapidement 4-3 et à la fin du match 4-4. On connaissait l'Atlético Madrid, on avait vu en Liga que dans les dernières minutes, même depuis le début de la saison, l'Atlético Madrid dans les dernières minutes à chaque fois ils sont très tueurs, ils font des changements de joueurs qui sont assez décisifs à chaque fois et puis voilà, et nous effectivement les changements sont pas forcément les bons. Maintenant j'en ai parlé un petit peu dans mon analyse hier vite fait, mais on va revenir un petit peu ici. Il y en a beaucoup qui voulaient voir l'équipe tourner, il y en a qui voulaient voir Pedri sur le banc, il y en a qui voulaient voir Koubarsi sur le banc, tout ça, et après on les met sur le terrain, on met l'équipe type, on va dire. Bon, il n'y avait pas Lewandowski, mais on met les types. Il y en a qui se plaignent de ça, il y en a qui sont contents de voir ça, il y en a qui se disent ouais, ça va être c'est une grosse équipe, c'est une belle équipe, on va s'amuser. Et il y en a qui disent ouais, c'est dommage quand même, il y a des joueurs qui jouent trop, faut les faire souffler. Lamine, il avait pris un coup au pied, il y en a qui voulaient pas le voir jouer. Et puis si d'un coup tu sors Lamine, tu fais rentrer un joueur qui est moins bon, tu sors Pedri, tu fais rentrer un joueur qui a pas la qualité de Pedri, personne n'a la qualité de Pedri d'un côté, que ça soit dans l'équipe ou ailleurs. Mais voilà, et en fait tu vas faire quelques changements comme ça et d'un coup tu vas
perdre le contrôle du match et perdre du coup pas le match mais la victoire, tu vois, que tu avais entre tes mains. Et donc il y en a maintenant après qui disent ce sont des mauvais changements, fallait laisser les joueurs. Au début du match, on avait quand même beaucoup de monde qui voulait une rotation de l'équipe. Et maintenant, on nous apprend qu'on peut pas sortir un joueur 5 minutes. Alors, je sais que c'est clairement pas des bons choix de changement, parce que c'est des changements qu'on n'a pas payés forcément. Mais le match d'avant, il faut pas oublier que Flick fait 2 changements. Il fait rentrer Olmo, il fait rentrer Ferran Torres, et les deux nous offrent la victoire. Un but de Olmo, un but de Ferran Torres. Donc oui, il y a des matchs où effectivement le coach va faire des changements. Ça va pas forcément être les bons, ça dépend le contexte du match, ça dépend l'équipe en face, tout ça. C'est vrai que Pedri était très utile dans le contrôle du tempo, dans le contrôle du match en fait. Le fait qu'il y ait Pedri sur le terrain, ça va t'aider à avoir un certain contrôle et peut-être moins perdre le ballon et moins subir. Tu vois, donc forcément tu fais sortir Pedri, mais si tu peux pas faire sortir Pedri dans un match, si t'es obligé de le mettre 90-95 minutes tous les matchs, c'est toujours le même problème. On en revient aux mêmes choses, mais c'est ce qu'on disait aussi quand Pedri enchaînait beaucoup et qu'il avait tendance à se blesser avec Xavi la saison dernière ou même la saison d'avant. Bref, on disait attention, Pedri, tout ça, faut pas trop le faire jouer, faut arriver à le faire souffler, à le faire reposer. Et au final, moi ce que je disais, c'est le problème. Je disais qu'en fait, Pedri, c'était le seul un petit peu au milieu à pouvoir apporter ce contrôle-là. En fait, Pedri est indispensable. Quand je dis que Pedri est le joueur le plus indispensable de l'équipe, c'est même pas forcément en tant que joueur efficace, parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. J'accepte que vous ayez tort. Mais Lamine Yamal et Lewandowski, même Rafinha, les 3 attaquants sont décisifs, parce que c'est eux qui marquent les buts. Mais concrètement, pour le jeu du Barça, sans Pedri au milieu, je vous assure que ce Barça-là, il n'a pas du tout le même visage. Peut-être qu'on va marquer des buts, avec des contre-attaques, des actions individuelles, Lamine qui va faire des différences, Rafinha qui va sortir un appel tranchant, qui va partir tout seul et qui va marquer, voilà, comme il l'a déjà fait dans la saison. Mais dans le jeu, vraiment, si tu n'as pas Pedri, ton équipe elle tourne pas rond. Pedri est indispensable. Pedri était indispensable les dernières années avec Xavi et c'est pareil avec Flick. Donc effectivement il faut aussi après doser. Tu peux pas laisser Pedri non plus jouer tous les matchs, tous les minutes et qu'il ne souffle jamais. C'est un choix de la part du coach. Il a changé, c'est peut-être un mauvais choix, mais il fallait bien tenter quelque chose, on va dire. Enfin tenter, essayer de faire souffler tes joueurs quoi. Je sais pas si on peut dire que les choix ils sont catastrophiques du coach. Parce que Gavi est beaucoup pointé du doigt, parce qu'il est peut-être directement fautif sur le 3e but, mais en soi c'est collectif. Un joueur peut pas tout faire à lui tout seul. Parce que tu enlèves un joueur et tu rajoutes un joueur, il va pas être là sur l'action qui va contrer le tir, tout ça, et du coup ça va être uniquement de sa faute. Le coach il a fait rentrer, c'est un mauvais choix. Mais si collectivement on avait su être plus fort déjà, peut-être qu'on n'aurait pas pris le but et on se serait pas fait rattraper. Il faut arriver à rester solide collectivement, en bloc, tout ça, vraiment compact, savoir défendre collectivement jusqu'à la dernière minute. Parce que là concrètement, au début du match, c'est pareil. Gavi n'était pas sur le terrain. Tu vois, les choix du coach n'étaient pas catastrophiques en début de match. Pourtant, le début de match, il est catastrophique. Donc, est-ce que c'était la faute d'un joueur, d'un mauvais choix du coach, ou est-ce que c'était collectivement le Barça qui n'était pas dans le match, tu vois? On peut voir la chose aussi comme ça. En début de match, le Barça a été très mauvais. On s'est fait laver. En 10 minutes, on a pris 10-15 minutes, je sais plus, même pas. En 5 minutes ou 6-7 minutes, on a pris 2 buts. C'était très mauvais. Puis le Barça s'est mis dedans. Et puis là, on a été largement supérieur. Et en fin de match, qu'est-ce qui s'est passé? Collectivement, on a lâché. Donc, ce n'est pas uniquement les choix du coach, uniquement les joueurs qui ont fait une mauvaise rentrée. C'est un ensemble de plusieurs choses, je pense. C'est toujours ça, hein, c'est le football. Ensuite, on a Thomas qui dit fallait faire rentrer Casado à la place de Frenkie. Il est trop passif pour ce genre de fin de match. C'est possible. On sait que De Jong, il a tendance à parfois être un peu spectateur. Maintenant, je ne l'ai pas trouvé spécialement mauvais dans le match de mardi. C'est vrai qu'en fin de match, peut-être un petit peu plus fatigué, un peu moins agressif, tu vois, dans le pressing. Maintenant, je pense que Flick, il a fait rentrer Garcia parce qu'il voulait un 6 qui soit un peu plus costaud que Casado, je pense. Surtout que l'Atlético, ils avaient fait rentrer Sorloth. Je crois qu'il y avait Sorloth qui était rentré, ou en tout cas, c'était possible qu'il rentre, on savait très bien. Donc, je pense que Flick, il voulait un peu plus de muscle, on va dire. Même si
Garcia, c'est pas le mec le plus costaud, mais il est quand même plus costaud et un peu plus grand que Casado. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a fait rentrer Garcia et non pas Casado. C'est un choix purement comme ça. Est-ce que c'était le bon choix? J'en sais rien, mais est-ce que Casado aurait fait la différence? Ou comme tu dis, Casado à la place de Jong, je sais pas. C'est vrai que Casado, il est un peu plus agressif. Après, si Casado, s'il y a une action et ça se joue sur un duel de la tête entre Sorloth et Casado, eh ben tout le monde va tomber sur Casado et va dire ah c'était pas le bon choix, fallait pas faire entrer Casado, il est trop. C'est le football là. C'est compliqué. Ensuite, il y a Esteban qui dit frustrant, il y avait la place pour leur en claquer 6 ou 7, oui. Mais j'y crois à la victoire au retour, Inigo monstrueux. Ouais, la défense monstrueuse. Hein. Inigo, Koubarsi, très très fort, comme souvent. De toute façon, cette saison, hein, les défenseurs centraux sont très très forts. Mais ouais, c'est un peu frustrant, forcément, il y avait la place d'en mettre beaucoup plus. Mais il y a eu vraiment une grosse efficacité de la part de l'Atlético Madrid qui s'est procuré quelques occasions dangereuses et ils ont tout mis au fond, t'as l'impression. Et le Barça, il y en a eu plusieurs quand même et il y a eu ce manque d'efficacité. Après c'est une efficacité normale, j'ai envie de dire, tu peux pas marquer 100% de tes actions, mais des fois tu as des actions quand même très dangereuses et tu finis pas derrière, tu peux le regretter en fin de match et c'est ce qui s'est passé. Mais j'y crois aussi au retour, mais ça sera compliqué à l'extérieur. Ça sera peut-être plus compliqué à l'extérieur qu'à domicile, en termes d'ambiance, tout ça. Mais après, on sait qu'on n'est pas mauvais à l'extérieur non plus cette saison. Ensuite, il y a Gerbi Mahmoud qui dit « Que faire pour remédier à ces appels dans le dos de la défense ?» C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que j'ai pas la réponse là comme ça. Je vous avoue, j'ai quand même pris la question parce que je me suis dit « Vas-y, on va prendre cette question intéressante. » Mais là, comme ça, on va essayer d'y réfléchir, je sais pas. Mais c'est vrai que le problème du Barça, enfin le point faible plutôt de ce Barça-là cette saison, les équipes elles l'ont souvent vu, c'est de passer dans le dos de la défense évidemment. Hein, une défense qui s'aligne aussi haut sur le terrain, c'est logique que l'adversaire va essayer d'envoyer des ballons dans le dos de la défense et essayer de prendre de vitesse cette défense qui est en train de remonter généralement. Maintenant, on sait que dans l'axe, c'est généralement plus compliqué peut-être de passer parce que on sait que la défense elle va être assez compacte. Souvent ce qui se passe aussi, c'est que le 6 il vient s'incruster dans la défense. Parce que ce qu'on a aussi, c'est généralement quand on presse, c'est un latéral qui va sortir sur le côté, qui va jouer très haut, qui va aller presser très très haut sur le côté. Donc pour ça, on compense avec le numéro 6, que ce soit De Jong ou Casado ou même Bernal en début de saison. Quand c'était Garcia, peu importe, il descend dans la défense en fait. Et si vous regardez souvent les matchs, si vous revoyez les matchs, regardez bien, vous verrez que le 6, il est placé dans la défense. Quand l'adversaire ressort. Souvent le 6 est quand même assez bas quand on défend. Il n'est pas au milieu de terrain vraiment. Il est vraiment dans cette défense. On voit qu'il s'aligne limite. Très souvent le 6 s'aligne avec les défenseurs. Donc on a presque une ligne de 5 par moment. Bref, donc ça empêche un petit peu l'adversaire de passer dans l'axe. Donc là où l'adversaire va essayer de jouer vite et d'être dangereux, c'est de basculer d'un autre côté, on l'a vu dans l'analyse, et de jouer de l'autre côté, d'orienter le jeu de l'autre côté. Tout ça avec un jeu long et au-dessus de la défense, en diagonale quoi. Et généralement, ça va être compliqué de défendre pour le Barça ou n'importe quelle équipe parce que déjà ils vont être concentrés pour s'aligner. Donc ils vont se focus sur l'alignement pour jouer le hors-jeu pour que les joueurs du côté, on va dire, si on se fait attaquer de notre côté gauche, côté Baldé, les joueurs ils vont défendre de ce côté-là et on va avoir par exemple Koundé qui va être focus de l'autre côté et qui va essayer de s'aligner en plus. Donc qui va être focus pour voir ce que fait le joueur qui a le ballon, savoir s'il va faire une passe et savoir si l'attaquant il est hors jeu et s'aligner avec ses autres défenseurs pour faire le hors-jeu, tu vois, pour jouer le hors-jeu. Tout ça, il est focus sur tout ça. Pendant ce temps-là, généralement, ils font des appels dans le dos, tu vois. Et vu que nos ailiers défendent pas spécialement, mais encore une fois, c'est pas contre les ailiers, c'est une tactique du coach, c'est comme ça. Ça dépend le match aussi, ça dépend le contexte du match. Des fois, on va se retrouver en fin de match, on va vraiment subir. Là, les ailiers vont descendre, aider pour défendre, mais généralement, nos ailiers ne suivent pas forcément les latéraux. Ils restent hauts sur le terrain. C'est une consigne du coach, donc ça n'aide pas forcément les latéraux, que ça soit Baldé ou Koundé, parce qu'ils se retrouvent en infériorité. C'est-à-dire qu'on va avoir un ailier qui va rentrer dans l'axe, qui va faire son appel. Koundé il va être un petit peu obligé de suivre, en tout cas de rester de son côté serré dans l'axe. Et dans le couloir va être assez libre, et là c'est le latéral qui va monter. Et Lamine Yamal ne descend pas pour défendre. Il est censé rester haut, Rafinha aussi de l'autre côté, enfin rester haut entre guillemets, mais rester un peu plus haut, comme ça, si jamais on récupère la balle et qu'on joue les contre-attaques justement, on a les attaquants qui sont déjà hauts sur le terrain. Rafinha, Lamine Yamal. Et on sait que c'est déjà arrivé plusieurs fois cette saison, on joue
beaucoup plus les contre-attaques que la saison dernière déjà. Et c'est pas un hasard non plus. Le placement des attaquants qui restent haut, c'est aussi pour ça qu'ils restent haut. C'est pour pouvoir jouer ces contre-attaques-là et pour marquer. Et c'est vrai qu'on a marqué de temps en temps cette saison quand même sur des contre-attaques. Donc voilà. Donc ça n'aide pas déjà que les attaquants ne défendent pas généralement. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, comment y remédier? Je sais pas, être plus compact, redescendre plus, parce que généralement en fait l'adversaire va jouer sur notre gauche, à droite, et puis ils vont renverser le jeu, et puis après l'autre il va déborder et centrer à nouveau dans l'axe. Donc ça fait un accordéon, on va dire, tu vois, vraiment il joue à droite, à gauche, à droite, à gauche, pour nous faire coulisser, et que plus tu coulisses le bloc, plus tu vas avoir un bloc désorganisé et tu vas avoir des espaces. Donc c'est assez compliqué de défendre comme ça. Il faut juste rester concentré, essayer d'être le plus compact possible et éviter de... Par exemple, s'il y a une longue transversale, côté Koundé, Koundé faut qu'il soit prêt, un maximum proche du joueur pour gêner son centre. Et quand le joueur, le latéral ou le joueur qui va être dans le couloir va centrer, il faut que les défenseurs aient le temps de revenir, tu vois. Parce que le problème, ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid, c'est que l'anglais il joue long sur côté Koundé. Koundé, bon, là en plus de ça il glisse, et après en fait dans l'axe t'avais des joueurs, des attaquants de l'Atlético qui étaient hors jeu, on va dire. Sauf que vu qu'on joue pas sur eux, il n'y a pas hors jeu forcément, et donc ils ont de l'avance, ils vont avoir de l'avance sur les défenseurs centraux. Donc ce qui fait que en fait les défenseurs centraux ils peuvent pas défendre là-dessus, ils sont trop en retard, ils ont 2 mètres de retard, et voilà. Donc ce qu'il faut c'est rester concentré, avoir des défenseurs aussi qui reviennent vite, qui ont des jambes. Donc en fin de match c'est plus compliqué, mais voilà, il n'y a pas de recette miracle, je dirais. On a prouvé cette saison qu'on a été très fort contre des grosses équipes où on savait défendre comme ça. Il faut continuer comme ça sur ces bases là, et puis de toute façon on sait, on joue de manière très offensive. Les équipes de Flick, on le savait, elles sont très offensives, mais elles encaissent quand même pas mal de buts. On l'avait vu quand le Flick est arrivé, qu'on a fait un peu l'analyse du coach. On a parlé un petit peu de ses expériences au Bayern, tout ça. Le Bayern était une des équipes qui marquait le plus de buts à l'époque. C'était une machine, mais c'était aussi un des Bayern qui avait le plus encaissé de son histoire, à la limite. Et c'est pas un hasard. Mais voilà, il y a pas trop d'équilibre avec Flick. C'est tout pour l'attaque, on va dire. Donc ça donne un spectacle comme on l'a vu contre l'Atlético, mais c'est vrai que dans certains moments, tu peux encaisser les buts, quoi. Ensuite, on a Moulinax, Mathieu qui dit: j'arrive pas à savoir si Sorloth est notre bête noire ou si on se fait dessus, simplement. Un peu des deux, je pense, en vrai. Mais Sorloth, c'est un peu notre bête noire récemment, là. C'est un peu comme Iago Aspas, tu sais. Je sais pas, il aime bien marquer contre nous, quoi. Et en plus, il nous troll à la fin du match. Il a dit, je crois, ce matin, je me suis levé, je savais que j'allais marquer contre le Barça. C'est de bonne guerre, on va dire. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'il aime bien marquer contre le Barça. Mais ouais, ça reste un bon attaquant, Sorloth, hein. C'est un attaquant qui a pas de hype, mais c'est un Haaland moins coté, quoi. Moins buteur aussi, quand même, il marque moins de buts. Mais ça reste quand même un sacré buteur, Sorloth. On le sait, ça. Ensuite, il y a Victor qui dit: faut être content ou pas content, j'y comprends rien là. Je sais pas. Je vous avoue que moi, quand j'ai fait le débrief, c'est vrai que après le match, j'étais pas énervé, c'était bizarre. Peut-être parce qu'il y avait un autre truc qui m'avait pris la tête. Je devais gérer un truc avant de faire le débrief et tout. À la fin du match, je devais gérer un autre truc et tout ça. Ça m'a pris la tête. Et du coup, après, j'ai dû faire le débrief. Peut-être ça m'avait un peu sorti du match. Mais c'est vrai que j'avais pas trop les nerfs, j'étais plutôt pas content parce que j'étais assez frustré quand même du match nul, mais il y en a plein qui m'ont dit: ouais, tu dois avoir le seum et tout. Je suis là, non, pas du tout, genre. Pas du tout, j'ai passé une bonne soirée, ouais. C'était un match assez agréable, spectaculaire, c'est ce que j'ai dit dans mon débrief. C'était pour un fan de football lambda, tu vois, qui allume sa télé, il a dû se régaler, tu vois. Il y a eu des actions, ça a joué, tu vois. Bon, enfin après, l'Atlético a posé le bus pendant une bonne partie du match, mais en début de match, c'était très fort. Puis après le Barça a repris le dessus en termes de scénario et tout ça, c'était pas mal. Donc est-ce qu'il faut être content? On peut être content du spectacle, maintenant du résultat un peu moins, sachant qu'on tenait quand même le score. Après on peut dire que l'Atlético il tenait le score aussi au début de match, mais bon, en fait ce qui est frustrant, c'est que contre l'Atlético Madrid qui est peut-être une des meilleures défenses d'Europe, qui est la meilleure défense de Liga, on arrive à revenir. On est mené 2-0, on arrive à repasser devant eux juste avant la mi-temps quand même. C'est assez fort, quoi. Sachant que c'est très dur de marquer contre eux, on réussit à marquer 3 buts en une seule mi-temps. Donc oui, là déjà, tu vois, tu peux être content, tu vois, tu te dis: ah cool, tu vas marquer un 4e but, tu repasses à 2 buts d'écart. Tu dis yes.
cool. On va gagner. Non, désolé. Mais donc forcément, tu reviens à 4-4 et là c'est très frustrant. C'est très frustrant. Mais imaginez les supporters de Benfica s'ils ont vécu. Sans vouloir me moquer d'eux, mais tu vois, c'est comme ça. Après, on n'a pas retenu la leçon de la Liga, du match contre eux. C'est dommage. Donc le résultat, on est frustré, mais après moi en soi le spectacle, tout ça, moi j'ai passé un bon moment, on va dire. Ensuite il y a Adam qui dit salut l'ami, salut Adam. On n'a pas retenu la leçon du match en Liga alors que c'était quasi la même physionomie. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que je disais juste avant, mais oui, c'est dommage. Pourtant, on le savait, hein, même avant le match, on en avait parlé dans l'avant-match. Non, mais je disais qu'en Liga, on savait comment ça se passait. On sait que c'est une équipe qui marque beaucoup en fin de match. On l'a vu depuis le début de la saison, on a vu contre le Barça récemment, en fin d'année. On sait qu'on est capable de les battre, mais on tombe toujours dans ce piège-là. Est-ce que c'est le piège on se croit déjà vainqueur alors que le match n'est pas fini, mais un match se finit à la 90e minute, voire plus. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers à 10 minutes de la fin, surtout avec un Atlético qui a tendance à marquer beaucoup en fin de match. C'est dommage. Ensuite, il y a Mustapha qui dit « Salut Café, salut. N'as-tu pas de contraintes sur cette équipe sans Pedri ?» De contraintes ? Ben oui, sans Pedri, l'équipe, ce n'est pas la même, ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que Pedri apporte énormément au milieu. Et c'est lui qui fait tout, qui organise tout le jeu. Plus Pedri touche de ballon, plus le Barça se porte mieux, on va dire. Mieux le Barça se porte. Et j'ai pas envie de le voir, je t'avoue. j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir de Barça sans Pedri pour voir ce que ça donne, tu vois. Parce que on sait déjà que ça serait un peu plus compliqué. Maintenant, sur un match comme ça, on peut peut-être se passer de Pedri, y a pas de problème. Mais c'est vrai que en général, c'est lui, c'est l'architecte de l'équipe, le gars qui gère, quoi. Qui tient les rênes. Ensuite, on a Clo-Clo qui dit « Cette manie de jouer le hors-jeu, même à la fin, c'est fatigant. » Et à l'Afrique derrière qui dit « L'équilibre, voilà ce qui doit être ajusté. » C'est intéressant, je trouve que c'est un peu lié, c'est pas des questions, mais voilà, vous avez compris. C'est un peu lié parce que, oui, comme je le disais juste avant, du coup, il n'y a pas forcément d'équilibre dans les équipes de Flick, c'est vraiment, limite, t'as l'impression tout pour l'attaque, tu vois. Même la défense, elle défend de manière très offensive, quoi. On est très très haut sur le terrain, c'est assez risqué. Et puis il y a Clo-Clo, donc, il nous dit « Cette manie de jouer, voilà, le hors-jeu même jusqu'à la fin c'est fatigant. Après il faut voir, voilà. Est-ce que Flick va ajuster certaines choses dans le jeu de l'équipe pour arriver à ses fins, c'est-à-dire gagner des trophées, parce que pour le moment on a vu que le Barça, même si on joue comme ça de manière risquée, on va gagner des matchs, on va gagner des classicos, on a gagné des trophées aussi, enfin même si c'est Super Coupe, c'est 2 matchs, mais on a gagné la Super Coupe. De cette manière, on s'est qualifié en Ligue des Champions aussi, on a fini 2e de phase de qualification, c'est pas rien. On est en demi-finale de Coupe d'Espagne, donc à l'instant T, on est en lice pour faire le triplé. Et on est plutôt bien placé. En Liga, on est premier, à égalité de points, mais pour l'instant, on est premier. En Coupe d'Espagne, tout se fera au match retour, mais voilà, on est en demi-finale. Ligue des Champions, normalement, on est quand même du bon côté pour que ça se passe plutôt bien pour nous, en tout cas d'arriver le plus loin possible. On verra comment ça se passe, mais on est quand même assez favori, je dirais, pour aller au moins jusqu'en finale. Maintenant, voilà, favori, ça veut pas dire grand-chose. En Ligue des Champions, tout peut se passer, mais voilà, vous m'avez compris. Tout ça, on y est arrivé avec cette manière de jouer là, sans cet équilibre. Donc est-ce que Flick, il doit un petit peu, pas forcément renier sa manière de voir le football ou sa manière de faire jouer son équipe, mais est-ce qu'il doit ajuster certaines choses comme ça pour le bien de l'équipe, pour aller chercher justement ses trophées, parce qu'à l'instant T, même si on est bien classé, tout ça, cette manière de jouer nous a fait gagner des matchs. Mais est-ce que cette manière de jouer nous fera gagner des trophées ? C'est une bonne question. On aura la réponse en fin de saison. Donc c'est ça le problème, parce que on se dit il faut peut-être changer quelque chose, mais pour le moment on gagne comme ça et on est plutôt bien cette saison comme ça. Donc est-ce qu'il faut ajuster, par exemple comme tu dis en fin de match? Ça, c'est une possibilité quand même. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un petit peu plus d'équilibre dans cette équipe, dans les fins de match où on a une équipe qui est un peu plus fatiguée? On en a parlé aussi dans l'analyse, débrief, je sais plus. Mais c'est vrai qu'en fin de match, généralement, l'équipe, elle va être plus fatiguée, logiquement. Quand ta défense, elle joue le hors-jeu à 50 mètres de son but et qu'elle doit faire des retours défensifs de 50-40 mètres, que des sprints, ta défense, elle va forcément être un peu plus fatiguée en fin de match. À la 90e, elle n'aura pas les mêmes jambes qu'au bout de 5 minutes de match. C'est logique. Donc est-ce qu'il ne faut pas ajuster ça pour
pour avoir une certaine efficacité défensive, c'est possible. Jouer un petit peu moins haut, jouer le hors-jeu mais de manière moins risquée, tu peux jouer le hors-jeu mais pas forcément aussi loin de ton but. Reculer un petit peu, avoir un bloc un peu plus médian, tu vois, avoir une équipe qui défend un peu plus aussi, en fin de match, dire à tes attaquants vraiment de redescendre défendre. Des choses comme ça, tu vois. Est-ce qu'il faut pas faire quelques ajustements? J'aurais tendance à dire que oui, tu vois. Parce que quand il viendra le moment de gagner des trophées, peut-être jouer de cette manière-là risquée, peut-être que ça peut te les faire perdre les trophées. Sur un match, tu vois, sur une finale par exemple, ça serait bête, imaginez. Parce que tu n'as pas voulu, t'as voulu être ultra offensif jusqu'à la dernière minute du match. Imagine tu perds une finale de Ligue des Champions comme ça, à la dernière minute, tu veux jouer ce hors-jeu qui est un peu risqué, mais en fin de match comme ça, alors que tu mènes par exemple, et l'équipe en face elle égalise, ça va en prolongation, t'es fatigué, machin, il se passe un truc, tu tacles, il y a un penalty, tu perds la finale, imagine. Ça ferait mal, hein. Ça serait quand même bien dommage de perdre un trophée important parce qu'on n'a pas voulu ajuster certaines choses, au moins pour les fins de match, je dirais. Ensuite, il y a Naël qui dit « Tu penses pas que quand Sorloth rentre, Araujo ferait du bien pour focus sur lui ?» Alors physiquement, oui. Physiquement, Ronald, il aurait pu contenir un peu ce gars-là. Et est-ce que vraiment il aurait pu faire quelque chose, Sorloth? Enfin, sur Sorloth. Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose, Ronald? Je suis pas sûr, hein. Parce que sur les buts qu'ils mettent, qui met Sorloth, la défense elle joue le hors-jeu, ça change rien. C'est Koundé qui glisse et puis après voilà, la défense elle est prise de vitesse. Peut-être que Ronald il aurait couru plus vite, je sais pas, mais en soi, ça s'est pas joué, tu vois, par exemple sur un corner et Sorloth, ou sur un centre et Sorloth il met un but de la tête et Koubarsi ou je ne sais quel défenseur, il arrive pas à mettre le ballon de la tête, tu vois, ça s'est pas joué comme ça, tu vois. Donc dire que Ronald il aurait mieux tenu qu'un autre défenseur Sorloth en soi, je suis pas sûr que ça aurait vraiment changé quoi que ce soit. Peut-être que oui, hein, j'en sais rien, mais là, vu les buts qu'on a pris, je sais pas si ça aurait changé vraiment de fou, quoi. Surtout qu'Inigo et Koubarsi font vraiment un gros match. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment fautifs, encore une fois. Il peut y avoir des petites erreurs individuelles et tout ça dans le match, je suis d'accord. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le problème était surtout collectif. On avait moins cette agressivité, on était moins bon collectivement, défensivement, quoi. Ensuite, on a Bonga Tatou qui dit encourageant tout de même, non? À part Nobeus du soir. Enfin du positif. Oui, il y a des choses qui sont encourageantes, clairement. Il y a déjà le fait qu'on mette 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est quand même assez rare. Mais on voit quand même qu'il y a des petites combinaisons travaillées et si on arrive à marquer en plus des buts sur coup de pied arrêté, ce qu'on faisait très peu quand même, il y a encore pas si longtemps que ça, bah ça peut être une arme de plus, quoi. Disons, on arrive à marquer des buts sur contre-attaque, attaque placée, coup de pied arrêté, il manque plus que les coups francs. D'avoir un tireur de coups francs qui fait vraiment des différences, qui marque vraiment des buts, ça serait pas mal. Mais ouais, il y a des choses positives dans ce match. Déjà le fait, comme je l'ai dit, hein, t'es mené 2-0, et t'as la confiance en toi, t'as l'impression que cette équipe elle a vraiment confiance et elle panique pas, tu vois. On prend un but, bon, on essaie de jouer, même quand on a pris le premier but, on avait vraiment un bloc haut du Barça qui essayait d'attaquer, voilà. On n'était pas en train de se faire caca dessus, tu vois, concrètement. Et puis après, on prend une contre-attaque, on prend un deuxième but très rapidement. Tu peux te dire, voilà, tu peux t'effondrer et dire, bon, c'est catastrophique, tu vois. On a quand même la force mentale et la confiance en nous pour continuer, tu vois, pas lâcher et se dire, tranquille, les gars, on va y arriver. On a l'impression qu'il y a ça, quoi. Donc ça c'est fort, tu vois, et ça c'est positif. Maintenant le problème c'est qu'en fin de match on a senti qu'on a un peu lâché. Donc d'un côté on a la confiance, machin, et après en fin de match c'est un peu... Mais bon, il y a des choses positives, il y a des choses négatives dans ce match, et on reste tous focus un peu sur le négatif parce qu'on a fini sur 2 buts encaissés et un match nul alors qu'on menait. Donc il y en a beaucoup qui restent sur ça, bloqués là-dessus, genre c'est une catastrophe, mauvais choix du coach, la défense, voilà, c'est catastrophique, on a lâché et tout ça. C'est frustrant. C'est la frustration qui parle. Mais concrètement, il y a quand même des choses positives dans le match. Encore une fois, la dernière fois, quand on a perdu contre eux aussi en Liga, là, en décembre, on avait fait vraiment un très beau match. Un match très très intéressant. Et à ce moment-là, rappelez-vous, Gavi il avait fait un gros match. Il avait fait un gros match. Et là, on fait rentrer Gavi. La dernière fois qu'il a joué contre l'Atlético, il a vraiment été utile de par son agressivité, tout ça. Et là, on fait rentrer Gavi. Il est fautif sur un but. Il est peut-être pas le seul, mais en tout cas, voilà. Il est assez fautif. Et du coup, tout le monde lui tombe dessus. Faut pas avoir la mémoire trop courte. Ce serait dommage. Et on finit donc avec Manimour qui dit « Peut-on dire que Gavi, c'est mort ?» Comment ça, chef? Comme je l'ai dit, il est là, Gavi.
Comme je l'ai dit, il faut pas avoir la mémoire trop courte. Rappelez-vous, je vais finir là-dessus, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y en a qui voulaient vendre Pedri. Vous imaginez ça? Il y en a qui se disaient, Pedri, il se blesse trop, on va devoir le vendre. Et là, regardez la saison qu'est en train de faire Pedri. C'est toujours pareil. Regardez Rafinha aussi. Rafinha très décrié. Et je vais pas faire le lien, moi aussi j'ai critiqué Rafinha. Il était critiquable de toute façon, de par ses perfs. Et même Pedri. Pedri, on pouvait se poser des questions sur son avenir, parce qu'il faisait que de se blesser, tu pouvais jamais compter sur lui. Tu vois, c'est frustrant. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir Pedri tout au long d'une saison, tu vois? Si c'était frustrant, c'est qu'on savait qu'il était bon, tu vois. Et Rafinha, pareil, donc il était, tout le monde voulait le vendre. Là, si un club avait ramené 100 millions, la plupart des supporters aurait accepté de le vendre 100 millions pour amener un autre gars. Et au final, là, il est capitaine de l'équipe cette saison, la plupart du temps. Voilà, bon, maintenant, il y a Frenkie qui est de retour et tout ça, mais pendant une bonne partie de la saison, il a été capitaine, homme de beaucoup de matchs importants, des classicos, un match contre le Bayern, là, où il a été monumental. Donc, tu vois, il faut... Et puis, si d'un coup, Rafinha, il est moins bien, on va pas dire Rafinha, ouais, il faut le jeter, tu vois. Il faut pas avoir la mémoire trop courte. Il y a encore pas si longtemps que ça, Gavi nous fait gagner des trophées. Il y a encore pas si longtemps que ça. Gavi était un joueur très important de l'équipe. Tout le monde voulait le voir sur terrain, Gavi. Parce qu'il apportait justement cette hargne et tout ça. Rappelez-vous du Classico la saison dernière. Le Classico à l'aller, à domicile. Il y a Gavi qui fait un gros match. Il pocket Bellingham. Bellingham fait pas un très bon match parce que Gavi il est assez basque. Il le tient bien. En fin de match, on fait sortir Gavi. Et là, Bellingham a un peu plus de liberté et finit par marquer un but monumental. Et on avait dit c'est une erreur de coaching, fallait pas faire sortir Gavi et tout ça. Et maintenant, on dit Gavi, faut pas le faire rentrer. Les gars, Gavi, il a été blessé pendant 1 an. Il a peut-être eu la blessure la pire pour un footballeur, ou une des pires, je sais pas trop, je suis pas kiné, mais voilà, rupture des ligaments. Pendant 1 an, il a pas joué. Il faut laisser un petit peu de temps à Gavi aussi pour qu'il revienne et pour qu'il revienne vraiment à 100%. Il va y avoir des moments où il sera bon, des moments où il sera moins bon. Et voilà. Regardez De Jong. De Jong, il a été blessé pendant un certain temps là avec sa cheville. Au début où il est revenu, il était mauvais. Franchement, il était vraiment pas bon. Là, il revient bien. Tout le monde veut le voir titulaire. Casado, il a fait un très bon début de saison. Tout le monde voulait voir titulaire Casado, du coup, et dire ouais, Frenkie c'est bon, voilà. Sauf quelques Frenkie. Mais la plupart étaient contents de Casado. Casado, il se fait un petit peu bench par De Jong. De Jong, il enchaîne les bons matchs. Tout le monde jette à la poubelle Casado d'un coup. Ouais, il sert à rien. Mais vous avez vu le début de saison de Casado? Vous avez vu les matchs qu'il a fait contre le Bayern, contre le Real Madrid plusieurs fois, où il a fait des passes D contre le Real, des très belles passes aussi. Et puis d'un coup, il y en a qui disent Casado, il s'est limite pas joué au foot, il est que bon à tacler. Alors qu'il a donné en début de saison, il avait plus de passes D que Pedri, sur des belles passes en plus. Donc bon, c'est un peu regrettable. Mais généralement dans le football, on a très peu de mémoire sur les joueurs. Les supporters n'ont pas forcément de patience et on vit tout dans l'instant présent, on va dire. C'est dommage. Gavi mérite un petit peu plus de respect et un peu plus de patience de notre part, nous, supporters du Barça, pour qu'il nous montre un petit peu ce dont il est capable, ce dont on a déjà vu de lui et ce qu'il sera capable de reproduire. Parce que n'oublions pas que Gavi, quand même, avant sa blessure, il est indispensable à cette équipe. Hein. Et tout le monde le met titulaire dans son équipe. Hein. C'est comme ça, c'est le football. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à demain. Ciao.